Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des travaux des sénateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait grincer des dents une partie des Français, la fiscalité écologique et la hausse du prix des carburants. La nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Emmanuelle Wargon, était auditionnée mercredi dernier au Sénat sur le budget de l'écologie pour 2019, un budget marqué par une hausse des taxes sur les carburants. Concrètement, en 2019, le litre de diesel va augmenter de 8 centimes d'euros et le litre d'essence de 4 centimes. Et la grogne sociale continue de s'intensifier contre cette hausse des taxes. Une pétition pour l'annuler a déjà recueilli 750 000 signatures et une manifestation des Gilets jaunes sera organisée dans toute la France le 17 novembre. Mais ce matin, dans une interview aux journaux de l'Est de la France, le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il assumait parfaitement cet alignement du prix du diesel sur celui de l'essence et qu'il préférait une taxation des carburants à une taxation sur le travail. Je vous laisse écouter cette audition sur la fiscalité écologique. Ce budget pour la transition écologique et solidaire est le fruit d'une conscience forte, comme vous le savez, des enjeux nationaux et internationaux en matière de climat, de biodiversité et une volonté d'engager notre pays dans une trajectoire de moyen et long terme de transition écologique et solidaire. Ce budget est en augmentation de 3,1% par rapport à la LFI 2018, ce qui est tout à fait notable. Les ressources dédiées au ministère et à ses opérateurs sont en hausse d'un peu plus d'1 milliard d'euros pour un montant total de 34 milliards, 34,2 exactement, dont 11,5 spécifiquement dédiés à la mission écologie, développement et mobilité durable. Il faut voir dans cette augmentation la traduction de l'importance accordée par le gouvernement à la transition écologique du pays. Toutes les politiques que nous portons sont renforcées dans ce budget qui traduit la mise en œuvre de nombreux plans annoncés depuis le début du quinquennat. Le plan climat, le plan de rénovation énergétique, le plan biodiversité ou la feuille de route de l'économie circulaire. L'outil fiscal est aussi mobilisé, je ne vous apprends rien. Il y a d'ailleurs depuis quelques jours un débat très nourri sur ce sujet, sur les ambitions, sur la trajectoire, sur la soutenabilité de la fiscalité écologique. Et je voudrais en dire quelques mots. L'action du président de la République et du gouvernement en ce sens est claire, visible, prévisible et porteuse de sens. Nous avons d'abord fait à notre arrivée un exercice de vérité. Vous citiez, Monsieur le Président, les relations nourries que vous avez avec la Cour des comptes pour que cet exercice soit fait au plan budgétaire avec une sincérisation des comptes publics et au plan fiscal en présentant une trajectoire carbone et en présentant l'objectif de convergence entre le gazole et l'essence. Dans cette trajectoire qui a été annoncée, nous amplifions désormais la cadence en accompagnant le transfert d'une fiscalité dite classique, qui est parfois anti-économique, vers une fiscalité écologique plus vertueuse et porteuse de sens. C'est dans ce cadre que le gouvernement a décidé que la fiscalité pour le gazole non routier à destination des entreprises industrielles et du bâtiment sera la même que celle des particuliers dès 2019. Nous savons que c'est un effort significatif qui est demandé à ces entreprises, mais c'est aussi une niche fiscale que nous supprimons. Et c'est par ailleurs dans une volonté d'équité que le gouvernement mettra en œuvre cette mesure, parce qu'il n'est pas normal que certains acteurs utilisent des engins très polluants, ne participent pas autant que les particuliers. Il nous semble que la lutte pour le changement climatique ne doit pas toujours reposer sur les mêmes acteurs. Cette mesure s'inscrit donc à la fois dans le cadre d'une politique écologique, mais aussi dans une volonté de réduire les aides aux entreprises quand elles ne sont pas justifiées. Plus largement, c'est la lutte contre le changement climatique qui est en jeu avec la poursuite de la trajectoire carbone votée l'an dernier. Comme je vous le disais, elle a été votée dès le début du quinquennat pour permettre à tous les acteurs économiques, y compris aux ménages, d'adapter leur stratégie d'investissement. Les mesures d'accompagnement de ce paquet Solidarité Climat se poursuivent, en particulier avec la prime à la conversion automobile dont on a beaucoup parlé récemment, dont le budget est en augmentation très significative, plus 47%, avec le maintien du CITE qui sera réformé en 2020 et avec le chèque énergie dont le montant moyen est, comme vous le savez, porté en 2019 de 150 € à 200 € et qui a vocation à bénéficier à près de 4 millions de ménages. Quelques mots rapides sur les principales politiques du ministère. Prévention des risques tout d'abord. Nous poursuivons l'effort pour réduire les risques technologiques en achevant l'approbation des plans de prévention de ces risques technologiques et en mobilisant les crédits pour leur mise en œuvre. C'est une priorité qui n'est pas toujours présentée sous forme d'annonce, mais c'est un effort de fond que nous maintenons. Nous travaillons aussi pour prévenir les risques naturels avec le fonds Barnier dont on parle malheureusement beaucoup en ce moment, notamment j'étais dans l'Aude avec le président de la République, il sera évidemment mobilisé au service
des sinistrés de ce département, Fonds Barnier qui mobilisera 137 millions en 2019, notamment dans les départements sinistrés en métropole et en Outre-mer. Et enfin, nous investissons dans le nouveau supercalculateur de Météo France qui fait l'objet d'un budget spécifique, enfin d'un financement spécifique sur le budget 2019 pour améliorer la prévision des risques climatiques, puisque comme nous l'avons vécu dans l'Aude, nous avons besoin d'une prévision encore plus précise, encore plus rapprochée et si possible infradépartementale au plus près des bassins pour comprendre exactement où les intempéries vont se déclencher. C'est un investissement total de 143 millions d'euros qui s'étalera sur plusieurs années. Nous renforçons également les moyens de préservation de la biodiversité. Il y a un plan biodiversité qui a été adopté en juillet dernier, qui constitue la feuille de route du gouvernement pour faire face aux enjeux du rythme d'extinction des espèces. Et on a encore vu le récent rapport hier du WWF qui alerte sur ce sujet. Les agences de l'eau sont un acteur très important et dans le cadre du 11e programme des agences de l'eau, nous prévoyons 12,6 milliards d'euros pour ces agences pour les 6 prochaines années, en recentrant leurs interventions autour de 2 priorités, solidarité territoriale et adaptation au changement climatique avec la préservation de la biodiversité. Nous augmentons également la redevance pour pollution diffuse de plus de 50 millions d'euros pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Son produit financera la conversion à l'agriculture biologique. L'énergie a été au cœur de l'actualité récemment et comme vous le savez, la programmation pluriannuelle de l'énergie sera prochainement arrêtée d'ici la fin du mois de novembre et présentée dans une utile phase de concertation. Sa mise en œuvre est une opportunité de développer des filières et des compétences précieuses dans la compétition internationale. C'est également l'occasion de développer des emplois sur nos territoires. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie est fondée sur un pilier d'efficacité énergétique et de réduction de la consommation et sur un pilier d'évolution du mix énergétique avec, comme vous le savez, un développement volontariste des énergies renouvelables et le bon équilibre à trouver du nucléaire au sein de ce mix. En 2019, les aides directes aux énergies renouvelables, électriques et méthanisation bénéficieront de 6 milliards, un peu plus de 6 milliards 165 millions, dont 5,4 de soutien aux énergies renouvelables électriques en 2019. Nous recherchons en parallèle l'efficience de la dépense publique, ce qui nous a conduit à renégocier les contrats d'éolien offshore cette année. De même, avec les appels d'offres et l'évolution des technologies, le prix des nouveaux projets solaires photovoltaïques et éoliens sont en baisse rapide, en particulier pour le solaire. En dépensant mieux, en maîtrisant mieux sa dépense, à crédit constant ou à augmentation de crédit, l'investissement consenti par l'État sera démultiplié. La transition énergétique est aussi une opportunité pour les territoires et c'est l'action de l'ADEME, proche des collectivités, qui y participe pleinement. Dans le cadre de son budget, une priorité sera accordée au Fonds Chaleur pour amplifier son action. Pour l'ADEME, j'aimerais vous présenter quelques éléments concrets. La rebudgétisation en 2018 a été l'occasion pour le ministère de rehausser sa dotation à hauteur de 437 millions de recettes affectées, qui était le point de départ. Nous sommes désormais maintenant à près de 600 millions de subventions. En effet, jusqu'en 2017, la trajectoire financière de l'ADEME n'était pas sécurisée et l'établissement prévoyait un fonds de roulement négatif. Désormais, grâce à cet effort, la trajectoire est sécurisée, le fonds de roulement va dépenser les 200 millions d'euros, ce qui permet notamment de continuer à augmenter le fonds chaleur en concurrence des projets qui nous sont soumis. Nous travaillons aussi au plus près des territoires avec la démarche des contrats de transition écologique, qui vise à aider concrètement la transition dans les territoires en impliquant tous les acteurs autour d'un projet de transition durable, sujet dont je vais d'ailleurs m'occuper plus particulièrement. Et nous étions ce matin avec François de Rugy à Saint-Avold à la rencontre des salariés du site Uniper qui exploite 2 tranches à gaz et une tranche à charbon pour annoncer les modalités d'accompagnement de la fermeture de la tranche à charbon. Ces premiers contrats concernent donc des territoires divers, soit des territoires qui sont touchés au plus près par la transition énergétique, soit des territoires qui ont des projets proactifs de développement d'une transition écologique. Je peux prendre l'exemple de la Côte d'Or qui travaille actuellement à un contrat plutôt dans le champ de l'agriculture et de la méthanisation. En matière d'économie circulaire, maintenant, la France a de larges marges de progrès, avec 18 millions de tonnes de déchets non dangereux envoyés en décharge en 2014, même si c'est moins que certains pays européens. Nous avons adopté une feuille de route économie circulaire en avril 2018, dont l'objectif est vraiment de développer une nouvelle façon de produire
et de consommer. Nous allons continuer à développer les filières de responsabilité élargie du producteur et nous allons continuer à ajuster la fiscalité pour faire en sorte que le recyclage et le réemploi soient économiquement plus intéressants que l'enfouissement et l'incinération. Si j'en viens au champ du ministère, notre ministère est mobilisé aussi dans le domaine de la santé-environnement avec de nombreux opérateurs, en particulier l'ANSES et l'INRIS, pour améliorer les connaissances en termes d'évaluation des risques et pour réduire l'exposition des populations aux polluants tels que les perturbateurs endocriniens. L'ADEME attribuera cette année 3 millions à chacune des 14 zones qui ont élaboré ce printemps des feuilles de route pour réduire la pollution de l'air suite au jugement du Conseil d'État de 2017, enjoignant l'État de renforcer son action sur ces zones. L'enjeu de la connaissance est essentiel pour convaincre au niveau européen comme au niveau national d'aller vers un modèle agricole sans utilisation massive de pesticides qui présente un danger important et bien sûr, comme vous le savez, un effort particulier sera mobilisé pour le glyphosate, également pour supprimer les substances dangereuses de nos objets quotidiens et de notre alimentation et de prévenir les risques liés aux ondes électromagnétiques et au bruit. Si j'en viens pour conclure à la situation du ministère lui-même, nous contribuerons en 2019 bien sûr à l'objectif gouvernemental de rétablissement des comptes publics par la maîtrise de la dépense, avec une réduction d'emplois à hauteur de 2% des effectifs. Cette diminution est conforme à la tendance observée ces dernières années. Elle se traduira par une baisse d'environ 811 emplois pour l'ensemble de notre pôle ministériel, donc les 2 ministères qui sont supportés par des administrations centrales communes, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère des collectivités territoriales et du logement. Cette baisse est équivalente pour les établissements publics, à l'exception de la Société du Grand Paris, dont les effectifs augmenteront de 200 emplois. En cohérence avec les priorités que nous avons décidé de préserver en 2019 comme en 2018, les emplois consacrés à la politique de l'énergie et du climat et à la politique de prévention des risques seront maintenus et les effectifs des autorités administratives indépendantes seront également préservés. Voilà les quelques points que je souhaitais porter à votre connaissance en introduction de cette audition et je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions. Merci Madame la Ministre. Alors je vous propose d'entendre en premier lieu le rapporteur général, puis notre rapporteur spécial sur ces questions, Jean-François Husson, et ensuite nous prendrons la liste des collègues selon leur inscription. Merci. De Montgolfier. D'accord. Merci Madame la Ministre d'abord de réserver votre première intervention à la Commission des finances du Sénat. Et je pense que les collègues vont avoir beaucoup de questions très concrètes. Et vous ne vous étonnez pas que la première question porte sur la fiscalité écologique, celle qui occupe beaucoup et notamment sur les conséquences très pratiques sur les Français. Alors, la dernière, nous avions eu un long débat dans le PLF sur un article qui était l'article 9, qui prévoyait la courbe, la progression de la fiscalité énergétique tout au long du quinquennat. Et la Commission des finances, Jean-François Husson vous en parlera dans un instant, avait concrètement refusé d'avaliser une courbe qui nous paraissait déconnectée des prix du pétrole, du brut, et qui ne portait pas également beaucoup de contreparties pour les Français. Donc je vous rappelle quelle est la courbe qui a été votée, puisque cette année, c'est assez paradoxal, on parle beaucoup de fiscalité écologique, mais il n'y a rien dans le PLF, puisque c'est la courbe qui a été votée l'année dernière. Donc qu'est-ce qui a été voté? 46 milliards d'euros de fiscalité écologique tout au long du quinquennat. Donc ça a débuté l'année dernière, plus 3,7 milliards d'euros. Ça se poursuivra en 2019, plus 2,9 milliards d'euros. Donc ça, c'est de la fiscalité très concrète. En plus, pour les entreprises ou pour les particuliers. Donc ma question, elle est extrêmement simple. Sur cette fiscalité supplémentaire, si je prends par exemple dans le PLF la conséquence en 2019, plus 2,9 milliards d'euros de recettes, quelle est la part qui est affectée au budget général et quelle est la part qui est effectivement affectée à l'accompagnement des Français pour changer de mode de véhicule, changer de mode de chauffage. Voilà quelle est la part. Parce que quand on regarde les grandes dépenses, on s'aperçoit que le CITE, il a baissé, ses dépenses ont baissé d'à peu près 50%. On est passé de à peu près 1,6 milliard à 880 millions d'euros. Les mesures tout de chèque énergie, c'est 100 millions d'euros, ça reste à peu près stable. Les niches fiscales type TVA 5,5, c'est à peu près 1,1 milliard, c'est contenu. Donc je ne vois pas de moyens
supplémentaires qui sont affectés à l'accompagnement des Français pour changer de mode de chauffage ou changer de véhicule. Donc voilà, on aimerait bien comprendre. On peut entendre le discours de manière très concrète en disant il y a de la fiscalité supplémentaire, on doit changer ses comportements, ça on peut tous le comprendre, tous l'accepter. En revanche, si ça devient une recette du budget général, on peut dire il y a un signal prix. Si c'est tout simplement une recette du budget général, ce n'est pas forcément compréhensible. Si c'est affecté à la transition, si c'est affecté à la conversion des véhicules, alors quels sont les moyens supplémentaires sur par exemple, je prends l'exemple très concret du PLF de l'année 2019, 2,9 milliards de fiscalité supplémentaire. Quelle est la quote-part qui va effectivement accompagner les Français pour changer leur comportement? Merci Albéric de Montgolfier. On entend Jean-François Husson et puis on vous donnera la parole Madame Vargon avant une deuxième série de questions. Jean-François. Oui, merci Madame la Ministre. Effectivement, de nous réserver votre première sortie en ce qui vous concerne et votre première visite pour une audition parlementaire. Vous avez vu que le débat est un peu déséquilibré selon l'aile à laquelle vous adressez. Vous aurez donc plutôt tendance, si j'ai compris, à regarder à votre droite. Et je le dis, c'est avec plaisir pour nous. Moi, je m'inscris dans les propos du rapporteur général. L'an passé, nous avions alerté le ministre sur... Il écoutait à la porte. Donc finalement, pour porter la réplique, celui d'un seul. La brutalité de l'augmentation de la trajectoire carbone, puisque la contribution au climat-énergie était prévue avec un aboutissement pris autour de 100 € la tonne en 2030. Le gouvernement a souhaité l'avancer. Fortement, et nous avions alerté sur les dangers, parfois d'effets cumulatifs susceptibles de se produire. Donc évidemment, on ne lisait pas dans une boule de cristal, mais Albéric de Montgolfier vient de vous faire une démonstration a posteriori, un an après, de la difficulté dans laquelle vous entraînez la France dans sa capacité à se convertir et à emprunter avec envie et intelligence la transition énergétique et écologique. Parce que le gouvernement ne peut arriver à cet objectif qu'en le faisant partager avec les Français autrement qu'avec des mesures de fiscalité punitives. Parce que c'est une véritable punition fiscale. Alors, il y a la trajectoire, mais vous y ajoutez des recettes supplémentaires de TVA et vous y ajoutez un certain nombre de Français qui sont victimes, malgré eux, de leur profession, de leur lieu de résidence, de leur mode de consommation. Or, si on veut, je le redis, obtenir de bons résultats, il faut le faire avec les Français et puis également avec les collectivités territoriales. Je vais prendre 2 ou 3 exemples dans les questions, une par exemple sur le fonds chaleur et une sur les déchets. Aujourd'hui, on veut donc porter d'ici à 2030, la France, la part des énergies renouvelables à 38% de la consommation finale de chaleur d'ici à 2030. Cependant, le rythme de croissance annuelle de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale de chaleur est aujourd'hui très en deçà des objectifs visés. Alors, vous avez annoncé un soutien renforcé du fonds chaleur dont la gestion est déléguée à l'ADEME. Le ministre a annoncé le 2 octobre devant la Commission de développement durable du Sénat l'augmentation de ce fonds porté de 200 à 300 millions en 2019. Pouvez-vous nous dire si un amendement sera déposé par le gouvernement en ce sens dans le cadre de l'examen du PLF 2019 ici au Sénat? Et puis, puisqu'on parle des collectivités, en 2017, sur les recettes de TGAP, elles s'élevaient à 450 millions d'euros. La grille des tarifs proposée à l'article 8 de notre projet de loi de finances prévoit en fait un objectif de recettes en 2025 de 800 millions d'euros. Vous avez évoqué enfouissement et incinération. Moi, l'incinération, par exemple, elle correspond à un véritable objectif, y compris écologique. C'est souvent ce qui est privilégié dans les pays d'Europe du Nord lorsque vous avez de la valorisation énergétique des réseaux de chaleur qui ont finalement des vertus écologiques, environnementales et économiques
qui sont parfaitement avérées. Au total, le surcoût de la hausse de TGAP déchets cumulé jusqu'en 2025 devrait atteindre plus de 850 millions d'euros. Pourquoi le gouvernement fait-il ce choix brutalement à l'endroit des collectivités, dont vous avez bien compris que c'est elles qui vont devoir à nouveau répercuter dans le coût de traitement, dans les choix et donc dans la fiscalité locale, ces éléments. Enfin, dernier élément, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir de quelle manière, en ce qui concerne les constructeurs automobiles, le gouvernement, dans une économie dont je continue à penser qu'elle est libérale, dont j'ai parfois le sentiment qu'on voudrait qu'elle redevienne un peu administrée, comment le gouvernement entend-il forcer la main des constructeurs pour accompagner les efforts faits par le gouvernement? Est-ce que c'est une insuffisance de la part du gouvernement ou est-ce que c'est un signal finalement qui est plutôt contre-productif? En tous les cas, de quelle manière souhaitez-vous vous y prendre et quels sont les premiers échos rencontrés avec les constructeurs, puisque je crois qu'ils ont été vus en début de semaine? Peut-être. Oui, je vous laisse répondre, Madame la Ministre, bien sûr. Bon, je pense que vous avez raison de revenir sur le débat de la trajectoire fiscale et de la trajectoire budgétaire, parce que c'est un débat absolument central. D'abord, je pense que ce à quoi ce gouvernement est attaché, c'est faire des choix de politique qui se traduisent dans la réalité de la fiscalité en choisissant comment on fait évoluer les différentes grandes briques de la fiscalité. Et ce gouvernement a choisi de faire évoluer cette fiscalité en taxant moins le travail, avec également, comme vous le savez, une réduction des cotisations sociales, et en transférant une partie de la fiscalité vers la taxe carbone, parce que la transition écologique est une priorité et parce qu'on ne peut pas continuer à avoir passé semaine après semaine, mois après mois, tous les rapports possibles et imaginables de toutes les autorités internationales sur le changement climatique, la déforestation, la réduction de la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles, sans jamais rien faire. Donc c'est d'abord un choix politique et c'est d'abord un choix macroéconomique que de rééquilibrer la fiscalité pour que la fiscalité fasse partie du signal qui est donné à chacun d'entre nous et aux citoyens sur les évolutions de comportement envisagées. Ensuite, le budget du ministère, comme je vous l'ai dit, est à hauteur de 34 milliards. Le gain pour le budget de la fiscalité est de 8 milliards. Donc on a encore un delta, enfin un écart très significatif entre la totalité des dépenses, y compris fiscales, faites au titre de la transition écologique et solidaire, et les recettes directes qui proviennent d'une fiscalité de ce type. Et par ailleurs, on se demande rarement à quoi est affectée la TVA ou à quoi est affecté tel ou tel autre impôt. On a un principe d'universalité du budget et de non-affectation des recettes. Donc ça, c'est une réponse générale. Maintenant, si j'essaye de répondre plus précisément néanmoins, l'augmentation de la TICPE en 2019, comme vous l'avez dit, c'est 3,9 milliards, dont 1,9 pour les ménages, 1 pour les entreprises non exonérées et 1 pour les entreprises utilisant du GNR. Si on additionne la totalité des mesures de soutien à la transition écologique ou énergétique, je prends l'augmentation du chèque énergie à hauteur de 50 € pour atteindre 200 €, la prime à la conversion qui est maintenue jusqu'à 2 000 € pour l'achat d'un véhicule qui en remplace un plus vieux et qui s'applique également aux occasions, et l'augmentation de cette prime pour les véhicules électriques et pour les véhicules hybrides, le CITE qui est à 1 milliard, le taux de TVA réduit sur les travaux de rénovation énergétique, les aides à l'ANA et les dispositifs des CEE, on arrive à des mesures de soutien qui sont de l'ordre de 6 milliards. Donc là encore, on est finalement dans un équilibre qui est respecté. Que la question se pose tout au long du quinquennat et dans la trajectoire globale jusqu'à 2022, oui, cette question se posera, mais après c'est vraiment un choix de politique et de politique économique que de rééquilibrer cette fiscalité et de rééquilibrer le budget. Peut-être, avant de continuer cette conversation, répondre aux deux autres questions de M. Husson. En ce qui concerne le fonds chaleur, nous n'aurons pas besoin d'un abondement parce que la trésorerie de l'ADEME est suffisante à ce stade, et je crois que le ministre l'avait déjà mentionné. Et en ce qui concerne les discussions avec les constructeurs automobiles,
L'enjeu est de demander aux constructeurs de prendre leur part dans l'effort pour que les constructeurs articulent et développent leur action à partir de l'action du gouvernement. Les constructeurs ont été assez ouverts au dialogue qui s'est tenu entre eux d'un côté et puis Bruno Le Maire et François de Rugy de l'autre. Il y a une clause de revoyure, je crois, fin novembre, qui permettra d'approfondir le sujet et de sortir des mesures concrètes. Merci, Madame la Ministre. Désolé de revenir parce que je pense que je me suis mal exprimé. J'ai mal exprimé. Madame la Ministre, voilà, vous avez dit il y a 2,9 milliards, on va être très concret, il y a 2,9 milliards de fiscalité supplémentaire au titre du crédit impôt de transition énergétique. Et je vous ai demandé quels étaient les moyens supplémentaires. Et vous m'avez cité le taux de TVA réduit. Ça existait déjà, c'est pas nouveau, c'est plutôt d'ailleurs contenu. Le crédit impôt transition énergétique, c'est même diminué de moitié. C'est grâce au resserrement d'enlever les fenêtres, les portes blindées, etc. Donc il n'y a pas de moyens supplémentaires. On a plutôt des moyens qui sont contenus, voire en baisse, alors que la fiscalité augmente. Et je comprends parfaitement la planète brûle. On en convient tous là-dessus. Personne ne va contester le fait qu'on doit donner un signal de prix et autres. Ce que nous contestons, au moins sur cette partie-là, qui est peut-être plus nombreuse, cet après-midi, c'est le fait qu'il y a une fiscalité supplémentaire qui va être importante, je l'ai dit, 46 milliards d'euros tout au long du quinquennat, mais que cette fiscalité, essentiellement des recettes supplémentaires pour le budget de l'État et en aucun cas des moyens pour la coordination énergétique. Et les collègues ne vont pas manquer de vous interroger en disant quid en zone rurale lorsqu'on n'a aucun moyen de transport alternatif, quid lorsqu'on n'a pas de solution, n'est pas relié au gaz naturel. Voilà. Et toute la difficulté, c'est en effet de passer d'un raisonnement macro qui est sans doute très acceptable à un raisonnement micro. Quand on est à 1 200 € par mois de revenus, quand vous dites, monsieur ou madame, ce serait bien mieux de rouler avec un véhicule électrique, comment on fait? Voilà, c'est ça de manière très concrète. Et ce que je conteste fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires pour la conversion énergétique. C'est ça que... Et au contraire, ces moyens, le CITE, il était ramené de moitié, je le disais, donc il y a quelques mesurettes, mais en tous les cas, les Français vont être très largement ponctionnés en plus. On peut le comprendre, encore une fois, sur le fait que cette fiscalité, on assume qu'il y a un signal prix, mais ce qu'on conteste, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement des Français. Et on pourrait parler dans un instant peut-être du gazole non routier. Voilà, de manière très concrète, comment ça se passe pour une personne. Je prends un exemple, la personne qui est en milieu rural, chauffée au fioul avec un véhicule qui doit aller travailler, avec un véhicule diesel, vous pouvez dire tout le raisonnement que vous dire tout ce raisonnement de la manière concrète, comment elle fait, quels moyens supplémentaires elle a. Et là, je sais pas, j'ai pas de réponse à ce stade. On va prendre plusieurs intervenants. Non, mais je veux bien répondre et après on prendra la question d'après. Une personne chauffée au fioul a la possibilité de changer sa chaudière au fioul, comme vous le savez, avec une aide à l'investissement. Elle touche aussi un chèque énergie qui était à 150 €, qui est porté à 200 € et par an. Et par ailleurs, les mécanismes de prime à la conversion de voitures, qui se sont beaucoup élargis et on espère que les constructeurs vont aider, permettent de financer à hauteur de 2 500 € la conversion. Si cette personne achète une voiture électrique, comme vous le savez, elle aura un bonus de 6 000 €. Et quand vous commencez à faire des calculs de consommation, ce sont des investissements qui sont rentables assez vite parce que vous allez baisser en consommation au litre, ou si vous passez à l'électrique, le prix de la recharge n'est évidemment pas du tout le même. Et donc ce sont des investissements qui peuvent s'amortir en 3-4 ans relativement vite. L'une des raisons pour lesquelles cette trajectoire me paraît pertinente, c'est aussi qu'on est à la merci du prix du pétrole et que personne ne sait si le prix du pétrole, qui était à 40 $ le baril, qui est passé à 80, qui est redescendu à 70, mais qui a culminé à 140 à d'autres moments, si ce prix du pétrole va rester haut, bas ou moyen. Cette trajectoire, qui est une trajectoire écologique de décarbonation de l'économie, c'est aussi une trajectoire de protection pour sortir de matières premières dont les prix sont extrêmement volatiles. Et c'est, comme vous le savez très bien, l'augmentation du prix du plein actuellement est liée à 75% à l'augmentation du prix du carburant, enfin de la matière première, du pétrole, et à 25% seulement à l'évolution de la fiscalité. Donc ce qu'on souhaite, c'est accompagner cette transition pour permettre à tous ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, de les accompagner dans des choix d'investissement différents, choix d'investissement qui seront rentables. Merci. Bernard Delcros, qui va devoir nous quitter lui aussi. Oui, merci Madame la Ministre. Mais ma
Mon intervention va aller dans le sens de celle de notre rapporteur général. Tout au long du XXe siècle, on a fondé notre développement sur l'utilisation des énergies fossiles. Nous savons qu'aujourd'hui, nous devons changer complètement de direction et que nous devons réussir la mutation énergétique de notre société. Alors, partant de là, on est d'accord pour dire qu'il faut changer les comportements. Je pense qu'il est utile de prendre un certain nombre de mesures incitatives et la fiscalité fait partie de ces mesures incitatives. Donc, sur le fond, on est d'accord. Mais voilà. Mais c'est vrai, j'essaie de voir les choses de manière objective. Ici, Madame la Ministre, chacun ne parle pas pour tous, chacun parle pour soi. Chacun parle pour soi. Donc, oui, la fiscalité écologique peut être une réponse pour changer les comportements, à condition qu'elle soit juste et qu'elle n'ait pas pour conséquence de creuser les inégalités, qu'elles soient sociales ou territoriales. Et je suis élu d'un département qui est très rural, donc c'est pour ça qu'on est bien dans la continuité de ce qu'a dit le rapporteur général. Les mesures de fiscalité et les fiscalités écologiques, à condition qu'il y ait des solutions alternatives. Aujourd'hui, dans mon département, la personne qui va travailler, elle est tenue de prendre sa voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun. On veut aller chez le médecin, il faut prendre la voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun. On veut aller vers les équipements, piscine, cinéma, se déplacer le week-end. On est obligé de prendre la voiture dans des territoires de montagne où en plus la consommation est plus élevée qu'ailleurs. On n'a pas de solution alternative par le transport en commun et on n'a même pas complètement de solution alternative par des voitures électriques. Parce que ce n'est pas du tout adapté à des temps, elles n'ont pas une autonomie suffisante et adapté notamment à la montagne et à la neige. Ça viendra sans doute, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même très compliqué, quand on n'a pas de solution alternative, de pouvoir faire subir en quelque sorte ces augmentations à nos concitoyens qui n'ont pas d'autre solution que celle de l'utilisation de la voiture. Il en est de même, et ça a été aussi indiqué par Albéric de Montgolfier, il en est de même pour ce qui est du chauffage. Solution alternative ou moyen suffisant d'accompagnement. Aujourd'hui, une famille modeste qui se chauffe au fioul à 1000 mètres d'altitude, c'est environ 2500 à 3000 euros de dépenses par an. Certes, il y a le crédit d'impôt pour changer la chaudière, mais encore faut-il avoir les moyens de financer l'écart, c'est-à-dire les 70%, puisque le crédit d'impôt est 30%, les 70% qui restent à la charge de la famille. Donc je pense qu'il faut absolument, on ne peut pas avoir une mesure comme ça qui s'applique partout de la même façon si on n'a pas des solutions alternatives ou des mesures d'accompagnement suffisantes pour permettre aux foyers qui ont de faibles revenus de pouvoir transformer leur manière de se chauffer ou leur manière de se déplacer. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ces situations. Sinon, que se passe-t-il ? On a a priori, en théorie, une bonne mesure avec la fiscalité écologique qui a pour objectif de faire changer les comportements. Et en fait, dans certains cas, on creuse les inégalités sociales et territoriales parce qu'on ne permet pas aux gens, malgré tout, de pouvoir opérer ces changements. Voilà, c'est vraiment. Et donc, ma question, elle est simple, c'est évidemment, vous connaissez ce sujet, vous y avez réfléchi. Avez-vous des solutions à proposer pour éviter ces difficultés-là? Et puis un tout petit mot sur la TGAP. Même chose. La TGAP, augmentation de la TGAP pour favoriser le tri. On est d'accord, mais on sait très bien que dans nos déchets, il y a au moins 30% de déchets pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de solution technique de recyclage. Donc on vient finalement accroître les charges à travers la TGAP et au final la taxe sur les ordures ménagères, on vient accroître les charges des ménages et des familles sur un sujet sur lequel il n'y a aujourd'hui aucune solution technique pour traiter ces déchets. Donc là aussi, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas le principe des mesures qui est en cause, mais c'est l'application de ces mesures dans certains cas. Voilà ce sur quoi je voulais insister. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais reprendre le propos de mon collègue Delcros. Le sujet, c'est la trajectoire décarbonée de l'énergie. Très bien, on peut tous en être d'accord. Enfin, en tout cas, on ne parle que pour soi, donc j'en suis d'accord largement. Sauf qu'il faut aussi préparer l'alternative, car la transition, ce n'est pas la transition vers le néant. Donc, que faites-vous en termes d'alternatives de transport? On va attendre la loi mobilité ce mois-ci, au mois de novembre. Le canal Seine-Nord, on en est où? Toutes les lignes de train, on en est où? Sur
je veux dire, le rapporteur général l'a évoqué, mais le gazole non routier, notamment, on peut penser à la batellerie. Qu'est-ce que vous faites en termes de mesures fiscales pour ce secteur qui, j'allais dire, hélas, prend l'eau, mais excusez-moi sur ce mauvais jeu de mots. Enfin, l'autre alternative énergétique, c'est l'électrique. Et j'ai pas vu des mesures absolument incroyables sur l'électrique. Alors, je vais décliner très rapidement trois mesures. Je pense qu'on aurait peut-être eu intérêt à augmenter le bénéfice pour les flottes d'entreprises à avoir des voitures électriques. Et que, du coup, l'avantage en nature que représente un véhicule électrique puisse être peut-être augmenté sur ce secteur. Donc c'est une proposition que je vous fais. Deuxièmement, sur l'électrique, on manque aujourd'hui largement d'infrastructures. Il y a eu beaucoup d'initiatives locales pour pouvoir faire des bornes de recharge, mais on sait qu'on manque d'un plan ambitieux, un plan qui soit fixé tant en termes de calendrier qu'un plan géographique qui concerne à la fois ce qu'on appelle les zones publiques, mais également les zones privées. Parce qu'une fois qu'on aura mis de l'électrique partout, comment on recharge quand on est chez soi ? Les parkings des immeubles ne sont pas toujours équipés. Donc il y a quelque chose à faire et à réfléchir. Et enfin, comme nous sommes en commission des finances, excusez-moi, mais qui va financer cela ? Qui va financer cela et comment ? Y a-t-il un partenariat, je vais dire privé-privé, peut-être à inventer plutôt que de passer par la case, on fait des impôts, on fait de la dépense publique, qui a le don de m'agacer un petit peu. Et enfin, il y a un certain nombre d'avantages qui ont été limités pour suivant le prix des voitures. On prend un exemple, admettons que demain, je ne sais pas, Ferrari ou Porsche inventent une voiture électrique. Évidemment, ces voitures-là ne seront pas aidées par le gouvernement. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être parfois un tort, parce que c'est aussi le bon modèle pour que les gens se disent, voilà un système fiable. Si des marques, j'allais dire, haut de gamme, réussissent à faire de l'électrique performant, ça donnera confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui hésitent à passer à l'électrique, à l'hybride, en se disant, la technologie n'est pas mûre, on n'a pas confiance, donc il faut peut-être aussi trouver, j'allais dire, des pilotes sur ce secteur. Merci. Alors, Madame la Ministre, je vous ai écouté avec attention et j'avoue que je suis un peu déçue parce que vous nous avez exposé à la fois des dispositifs de soutien à la consommation, notamment avec l'augmentation du chèque énergie, des dispositifs de soutien à la production avec les aides qui sont accordées notamment à la production d'énergie renouvelable, dont je tiens à dire ici que certains rapports publiés récemment montrent que ces énergies ne sont pas forcément beaucoup plus vertes que d'autres énergies comme le nucléaire que l'on souhaite clouer au pilori, notamment parce qu'elles utilisent des terres rares qui sont des ressources par nature non renouvelables. Donc des dispositifs de soutien à la production via la contribution notamment au service public de l'électricité, mais rien comme dispositif à la non-consommation. Et aujourd'hui, peut-être que notre avenir, il est là. Et je pense notamment à tout ce qui pourrait être la diminution de la consommation des bâtiments, qui est aujourd'hui une très grosse source de déperdition d'énergie. Ensuite, ma seconde remarque porte notamment sur l'acceptabilité de la fiscalité écologique. L'année dernière, avec un grand nombre de mes collègues, puisque cet amendement avait été voté à l'unanimité du Sénat, nous avions demandé à ce qu'une fraction de l'augmentation de la contribution climat-énergie, donc les 3,9 milliards que nous avons évoqués précédemment, 300 millions, donc une part minime, soit fléchée vers les territoires qui mettent en œuvre des dispositifs ou des actions en faveur de la transition écologique et énergétique. Alors, en tant qu'élu, je suis convaincue qu'effectivement, les territoires sont les premiers acteurs de la transition puisqu'ils sont au plus près des citoyens. Et je vous invite notamment à regarder le reportage qui a été tourné sur les actions faites par la ville de Boulogne-Billancourt et le territoire Grand Paris Seine-Ouest.
Mais surtout, j'ai été satisfaite de lire ce matin dans un éditorial publié par l'Express qu'Éric Orsena lui-même rappelle qu'aujourd'hui, dans ce domaine, les villes sont les plus actives et efficaces que les États. Ce sont elles, par exemple, qui peuvent organiser au mieux le recyclage des déchets. Donc, Madame la Ministre, cette année, serons-nous écoutés, puisque bien évidemment, cet amendement sera redéposé. Oui. Bon, ça ira. Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi je pense effectivement que rien n'est simple dès qu'on veut changer la donne. Mais en même temps, vous ne pouvez pas considérer que vous allez passer en force. Vous ne pouvez pas considérer que le choc fiscal, à partir du moment où vous avez le sentiment d'avoir profondément raison, va être accepté. Le mieux est souvent l'ennemi du bien, et à vouloir passer en force, vous risquez de faire exploser le système. Je ne voudrais pas dire, mais l'OCDE dit par exemple qu'elle considère que le prix moyen du pétrole sera en 2019 de 15 à 17% supérieur au prix moyen 2018 s'il n'y a pas d'approfondissement des crises avec l'Iran et avec un certain nombre de situations. Ce qui veut dire que, concrètement, le prix à la pompe va mécaniquement augmenter avec l'augmentation du prix du pétrole. Dans ces conditions, dire que, par exemple, vous refusez de revenir sur la fiscalité que vous envisagez supplémentaire sur les carburants en 2019, est-ce que ça n'est pas un peu irréaliste? Est-ce que, quelque part, vous n'allez pas créer, sinon les bonnets rouges, du moins les bonnets je ne sais pas quoi? Et est-ce qu'on n'est pas en situation de se dire, dans une période où l'on sait que du fait de la crise internationale, les prix du pétrole vont augmenter, est-ce qu'il est utile de dire qu'on va en plus augmenter la fiscalité? Alors je ne sais pas s'il faut revenir à la taxe flottante, à la TIPP flottante, mais en tout cas, il y a un niveau, non pas d'acceptabilité, ça ne veut rien dire, personne n'accepte de payer des impôts supplémentaires, un niveau de supportabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit dans les zones rurales, dans les zones urbaines, est-ce que c'est supportable de se dire, quelle que soit la hausse du prix des carburants, du pétrole, eh bien, on continue d'augmenter la taxation comme si de rien n'était. La transition, oui, mais forcément, mes collègues l'ont dit, que ce soit sur les transports publics, que ce soit sur les alternatives de chauffage, que ce soit sur un certain nombre de sujets, il faut du temps. Moi, je vois en Ile-de-France, on n'arrête pas de nous dire arrêtez de prendre les voitures. Simplement, quels que soient les programmes d'élaboration, métro, train, il faut des années pour construire des lignes supplémentaires. Il faut des années pour commander du matériel supplémentaire. Donc, dire d'un coup d'un seul, dès l'année prochaine, vous ne prenez plus vos voitures, ça n'a pas de sens. Ça apparaît effectivement comme punitif, alors que si on avait quelque chose d'un peu plus en transition par rapport aux méthodes alternatives, on pourrait faire accepter par la population. Pour le reste, moi je pense qu'effectivement il y a des choses qu'il faut absolument faire. Le plan biodiversité, c'est très bien. Vous dites qu'il y a beaucoup d'espèces en disparition et donc il faut effectivement se battre. Je voyais d'ailleurs sur le service public, je voyais sur le service public que le nombre de tigres avait doublé au Népal en 10 ans, ce qui est magnifique. Mais et c'est très bien, mais c'est un animal sympathique. Mais toujours est-il que, franchement, on a l'impression dans les réponses du gouvernement, en séance comme en commission, qu'il y a d'un côté ceux qui sont convaincus, persuadés que le monde, la planète est menacée, et les autres inconscients. Non, tout le monde est conscient. Simplement, nous vous disons, attention, à force de dire qu'il faut y aller en force, vous allez faire bloquer le système, casser la procédure, et donc vous allez avoir l'inverse du résultat attendu. Il faut donc probablement trouver des solutions. Seconde et dernière. Bon, beaucoup de questions. Je voudrais commencer par le point sur la baisse de la consommation, sur la rénovation du bâtiment notamment et sur les efforts à faire sur l'efficacité énergétique. Je ne l'ai pas mentionné, vous avez eu raison de le dire, Madame la sénatrice,
c'est probablement l'un des points les plus cruciaux de toute la transition écologique. La première chose que nous avons à faire collectivement, c'est d'essayer de réduire la consommation. Réduire la consommation, c'est moins de dépenses, moins d'émissions et une amélioration de notre trajectoire vers la réduction des gaz à effet de serre, etc. Cette politique-là, elle est portée très fortement par mon ministère et par le ministère du Logement. Nous avons lancé une grande campagne il y a environ un mois sur l'appui à la rénovation qui s'appelle FAIRE. Et je crois qu'il y a vraiment des ambitions fortes à porter de façon encore plus soutenue, d'abord dans l'immobilier de l'État. Et on a besoin d'exemplarité en matière d'immobilier de l'État. Dans l'immobilier des collectivités territoriales, j'y arrivais, mais aussi dans le tertiaire. Le neuf est plutôt en avance parce que les normes de construction sont maintenant strictes, mais il y a tout l'existant. Et enfin, le logement des particuliers dans le double côté du logement social et du logement vraiment individuel. Il existe des aides. Le CICE a été un peu recentré en sortant quelques dépenses qui sont les dépenses qui sont les moins efficaces en matière d'isolation, mais le CICE est maintenu. En tout cas, il existe beaucoup de prêts de la Caisse des dépôts qui ne sont pas utilisés. Il existe des fonds à l'ADEME qui ne sont pas tous dépensés. Les certificats, les CE peuvent nous aider à monter des systèmes qui permettent de frais financer de la rénovation. Moi, je vous rejoins dans l'idée que la rénovation, l'efficience, la possibilité, la capacité à faire de la pédagogie et à réduire la consommation est probablement l'un de nos objectifs majeurs. Et quand on fait ça, on ne fait rien de punitif. On fait de la pédagogie avec des incitations pour faire des travaux, mais aussi des incitations à changer son comportement. Et on sait que les Français ont changé de comportement sur beaucoup de sujets précédemment et que donc le changement de comportement est possible si on l'explique, si cette pédagogie a lieu. Et je comprends votre point quand vous dites les uns les autres, attention à ne pas brusquer, à ne pas passer en force. Bien sûr que ce que nous cherchons à faire, c'est de la pédagogie, et je vous rappelle que l'augmentation dont on parle sur les carburants est une augmentation de 3 à 4 centimes par litre pour l'essence, 6,5 centimes par litre pour le gazole cette année, et qu'en face de ça, on a mis la suppression des cotisations familiales dont la deuxième tranche arrive là en octobre sur les feuilles de paye, beaucoup de mesures dans le champ de l'assurance maladie avec le rachat à charge zéro sur les lunettes et sur le dentaire, et maintenant la mutuelle à 1 euro. Donc l'augmentation de la prime d'activité, la revalorisation de la prime d'activité. Donc on ne peut pas comparer, on ne peut pas ne regarder que les mesures qui alourdissent la fiscalité sans regarder les mesures qui sont aussi des mesures de pouvoir d'achat, tout ça dans une trajectoire de finances publiques contrainte et dans une volonté de maîtrise et de baisse des dépenses publiques qui permettra une trajectoire fiscale équilibrée. On est sur des sujets qui sont importants parce que ce sont des sujets du quotidien. On est sur des montants qui sont pour l'instant relativement limités. Et par ailleurs, pour moi, l'augmentation du prix de l'essence est un bon argument pour agir et pas pour ne pas agir. L'augmentation du prix de l'essence, en tout cas du pétrole, montre bien qu'il faut absolument qu'on arrive à changer les consommations, changer les comportements et à moins dépendre du pétrole, de l'essence et du gazole. Après, vous posez des questions sur la situation particulière des familles, des ménages, des familles en milieu rural. Je le comprends tout à fait. C'est pas du tout la même chose de vivre dans une grande ville en région parisienne ou dans des milieux très ruraux. C'est pour ça que nous avons développé ces aides à la conversion et aussi la possibilité de financer 30% de son investissement pour le changement d'une chaudière à fioul. Et nous l'avons élargi, comme vous le savez, dans le CITE cette année, puisque toutes les dépenses de changement sont désormais couvertes potentiellement jusqu'à 30%. C'est sûr qu'il faut qu'on invente des solutions pour ces ménages. Je pense que la discussion n'est pas forcément finie. Je pense qu'on peut continuer à réfléchir à quel type de solution. En tout cas, notre objectif, c'est de donner une lisibilité et un cap, de le faire de façon progressive et de protéger le pouvoir d'achat des plus modestes, pas seulement sur les mesures vraiment liées à la transition écologique, mais plus globalement. Sur les autres questions que vous m'avez posées, alors attendez, si je reprends, sur les bornes électriques, c'est Jérôme Bachar qui m'a interrogé. On est à plus de 26 000 installations, notamment financées par le PIA, le plan d'investissement d'avenir, et les collectivités seront aidées à hauteur de 65 millions par an. Sur le canal Seine-Nord, par an.
Bon, pour l'instant, on en est à plus 26 000, donc on développe. Et par ailleurs, au fur et à mesure que l'autonomie des véhicules se développe, c'est aussi plus facile de charger chez soi. Et donc on est moins dépendant d'avoir des points de charge, même si on en a besoin. Sur le canal Seine-Nord, nous constituons la société de projet dans le cadre de la loi mobilité qui sera prochainement présentée. Pour le secteur routier, il existe 4 mesures de transition écologique, une prorogation jusqu'à 2021 du suramortissement sur les véhicules lourds fonctionnant au GNV, bio-GNV et éthanol, une extension de ce suramortissement aux véhicules électriques hydrogène, une extension aux petits véhicules lourds, une extension aux véhicules utilitaires légers. En ce qui concerne la contractualisation territoriale, elle m'est évidemment très chère, elle a été développée par Sébastien Lecornu dans la période précédente. Dans les projets actuels, on commence par mobiliser les fonds des différents acteurs existants. Il y en a beaucoup, puisqu'il y a des fonds dans toutes les agences de l'État. Il y a également des fonds dans des agences ou des collectivités territoriales. Et le simple fait de créer des projets et de faire masse avec une ingénierie commune permet normalement de mobiliser beaucoup de fonds. Après, le débat sur une possible affectation aux collectivités territoriales est posé depuis un certain temps. Et c'est à l'occasion de la réforme globale de la fiscalité locale que nous en discuterons. Je pense que j'ai dû répondre à peu près à tout. Merci beaucoup. Alors on reprend les questionnements avec Dominique Delège tout d'abord, puis Gérard Longuet. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, un sentiment de mal à l'aise. Au fond, tout à l'heure, vous avez employé un mot qui est très révélateur. On va poursuivre la conversation. Je pense qu'on est là pour débattre. Et à plusieurs reprises, vous avez dit qu'il faut faire de la pédagogie. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que je n'ai vraiment pas l'impression que nous sommes dans une conversation ou un débat pédagogique, parce que tout à l'heure, en vous entendant, je me disais, mais elle est tellement convaincue que je la ferai bien venir chez moi pour essayer d'expliquer aux gens, mais pas dans un salon, vous voyez, au moment où ils reçoivent un certain nombre de factures. Vous avez parlé, et vous parlez, le gouvernement ne cesse de parler de transition écologique et solidaire. Quand on parle de transition, et ça a été dit par beaucoup d'entre nous avant que je n'intervienne, ça veut dire qu'on est dans un mouvement. Donc moi, ma première question, Madame la Ministre, c'est dans ces recettes supplémentaires, et vous n'avez pas répondu au rapporteur général tout à l'heure, dans ces recettes supplémentaires, quelle est la part qui est consacrée à accompagner cette transition? Vous partez du principe que si on matraque fiscalement, on va changer d'habitude. Mais comme il n'y a pas de solution alternative, vous prenez le risque d'être dans une impasse et au pied du mur. Et je voudrais pour ce faire prendre 2 exemples rapidement. Le GNR. Il me semble déjà qu'il y a une vision des choses qui est erronée. On n'est pas dans le domaine du transport. Le BTP a besoin de produire de l'énergie et vous pouvez massacrer tout ce que vous voulez au titre de la fiscalité, mais je ne vois pas encore de pelleteuse fonctionnant à l'électricité. La conséquence de tout ça, c'est que nous allons assister à une majoration des prix qui vont être répercutés à un moment donné sur le client. Et il se trouve que ce client, à 65%, c'est des donneurs d'ordre publics. Alors comment vous pouvez intituler le budget 2019 « Investir pour l'avenir » et commencer par renchérir le coût de l'investissement? Ça va être les communes, ça va être les départements, mais ça va être aussi tout le secteur du logement qui est déjà très largement impacté par d'autres mesures que votre gouvernement a prises. Donc je ne vois pas comment cette fiscalité prétendument écologique va même contribuer à la solidarité. Le deuxième élément, c'est bien évidemment, quand vous nous dites fiscalité écologique et solidaire, je cherche la solidarité. Un plein d'essence aujourd'hui, c'est 15 € de plus qu'il y a un an. Les gens qui vont travailler, je fais un petit calcul, c'est 15 € par semaine, ça fait 700 à 800 € par an. Et vous venez nous expliquer, mais circuler, sans jeu de mots, il n'y a rien à voir, on vous a supprimé la taxe d'habitation.
Madame la ministre, taxe d'habitation chez moi au milieu rural, c'est pas 800 €. Excusez-moi. Et donc, si vous voulez faire de la pédagogie, très bien, mais mettez-vous à la portée des gens à qui vous vous adressez. Parce que vous ne pouvez pas continuer, et Roger Carucci l'a très bien dit, à tenir un discours d'expert, mais pas écouter ce qui se passe sur le terrain. Je sais bien que dans le Nouveau Monde, les élus, par définition, ont vocation à disparaître. Mais les élus, c'est là aussi pour tempérer un tout petit peu la vision de l'expert. Et je vous dis très clairement, Madame la Ministre, peut-être que vous voyez rien, peut-être que vous n'entendez rien, mais ça gronde. Et ça gronde pas simplement au milieu rural, mais ça gronde partout, parce que, à tort ou à raison, les Français ont le sentiment que sous couvert de fiscalité écologique, vous augmentez la fiscalité tout court et que votre discours sur le pouvoir d'achat, il ne tient pas la route quand on regarde la CSG, l'augmentation des taxes en tout genre. Merci à Dominique Delège. Gérard Longuet. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais vous poser, j'aimerais ouvrir un débat général, mais je respecte l'emploi du temps des uns et des autres. Je voudrais vous poser 4 questions précises. Dans le cadre de la future PPE, pensez-vous que l'on puisse revenir sur l'ostracisme incompréhensible dont souffre le nucléaire, qui est un atout industriel, scientifique et écologique français, puisque sa continuité le rend complémentaire du caractère intermittent du renouvelable, parce que les solutions de diversité dans la production électrique nucléaire apparaissent aujourd'hui et il ne faudrait pas que la France prenne du retard sur d'autres pays, y compris les États-Unis ou la Russie. Et enfin, parce que nous avons, et je sais que vous prendrez à cœur ce dossier, apporté une solution assez consensuelle sur la gestion à long terme des déchets nucléaires de forte activité vie longue, qui était assurément un caillou, une plaie même, dans le nucléaire français. La deuxième question, c'est l'électro-intensif. Quand j'étais jeune étudiant, j'ai lu l'impératif industriel et je trouve qu'aujourd'hui, après avoir affaibli sérieusement l'industrie de main-d'œuvre, on est en train, à travers des mesures de transition qui ne sont pas toujours nuancées, en train d'affaiblir les électro-intensifs, c'est-à-dire toutes ces grandes entreprises de chimie, de métallurgie, de papeterie, qui vivent de l'énergie, qui ont réussi à maintenir leur présence en métropole et qui ont la tentation aujourd'hui d'une délocalisation, car dans un système mondialisé, et j'abonde sous un angle différent ce que disaient à la fois Dominique Delège et Roger Carucci, notre fiscalité, elle entre en concurrence avec la fiscalité d'autres pays. Nous ne sommes pas seuls au monde et la vie publique n'est pas un simple dialogue entre un gouvernement et un Parlement attentif. On doit tenir compte des réalités internationales. Troisième question, la CRE et la biomasse. La CRE a été amenée à reporter son appel d'offres CRE 5. Il y a une échéance le 11 mars 2019. Pouvez-vous nous garantir que cette échéance sera tenue? J'ajoute enfin une dernière question, mais c'est plus un climat. Ne serait-il pas nécessaire de reprendre une écotaxe poids lourd diversifiée par région? Je comprends très bien que nos amis bretons, qui sont au bout d'un isthme et au fond d'une impasse, ne soient pas très favorables à l'écotaxe poids lourd. Mais pour nous qui sommes lotharingiens, c'est-à-dire au cœur de l'Europe, et traversés inlassablement par des poids lourds qui ne payent rien à la France et qui dégradent nos autoroutes et nos routes, il serait souhaitable d'avoir des solutions sur le principe simple qui utilise, paye ce qu'il détruit. Merci à Gérard Longuet. Vincent Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez abordé l'ensemble des crédits de votre ministère. Je voulais vous interroger sur un point que vous avez abordé de manière rapide, à savoir les crédits Météo France et la question du supercalculateur. Je me suis rendu il y a quelques semaines de ça au siège de Météo France dans le cadre de mon rapport budgétaire, puisque j'ai le plaisir d'être rapporteur
de ces crédits. Alors, je ne peux pas vous faire le beau temps et malheureusement, on se rend compte que les événements climatiques se traduisent trop souvent par des conséquences extrêmement graves pour nos concitoyens et pour les territoires. On annonce depuis plusieurs années l'échéance du supercalculateur. Et il y a eu différents atermoiements. On a d'abord regardé si on pouvait passer au titre du PIA pour finalement se rendre compte que non. Et j'ai observé qu'il y avait bien des crédits l'année prochaine sur le budget 2019. Pour autant, à ma connaissance, il manque au moins 6 millions d'euros pour assumer la première étape vers ce supercalculateur. J'observe au passage que si on va au bout de ce programme, et il me semble que là encore, au-delà de ces 6 millions, on n'est pas dans l'enveloppe sur les prochaines années qui est nécessaire. Il manquera des crédits, quoi qu'il arrive, et on aura un supercalculateur qui sera quand même 2 fois moins puissant que celui du Royaume-Uni. Voilà, donc ma question est simple. J'ai entendu la semaine dernière un certain nombre d'annonces qui sont positives pour dire qu'il y avait une volonté de financer le supercalculateur. Qu'en est-il? Et est-ce que les 6 millions qui sont nécessaires et qui ne figurent pas encore dans le projet de loi de finances pourront être ajoutés pour rassurer tout le monde sur la volonté de se doter dans un délai bref de cet instrument qui est vraiment nécessaire à nos prévisions météo? Sébastien Meurant, et puis on finira avec Claude Rénal. Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce qui brûle, c'est le pouvoir d'achat des Français. Ce qui brûle, c'est la taxation de notre économie qui est record d'Europe. Et là, avec cette fiscalité, eh bien, on alourdit encore plus le poids qui pèse sur notre économie. Et on ne peut pas avoir d'un côté un discours où on va essayer de favoriser l'industrie notamment, et c'est ce que disait Gérard Longuet, et pénaliser encore plus la consommation d'énergie. Et nous sommes aujourd'hui un peu moins d'1% de la population de la planète, et on pourrait tous se mettre à vélo, que ça ne changerait rien du tout sur le climat de la planète, parce que nous sommes déjà vertueux sur plein de sujets. Nous avons déjà des normes dans tous les sens qui sont plus draconiennes que la plupart des pays environnants. Je crois qu'en rejet de tonnes de CO2, nous sommes à la 20 et quelques place. Nous sommes 21e, je ne sais plus, 22e. Et effectivement, comme disait Gérard, grâce notamment au nucléaire. Donc est-ce qu'avec cette fiscalité additionnelle, on ne va pas encore bien alourdir le poids sur l'industrie, le poids sur le pouvoir d'achat et en fait avoir une croissance encore plus faible. Et je voudrais terminer sur cet aspect où on va toujours aller contre l'automobile. Contre l'automobile. Il ne vous a pas échappé qu'on a quand même 2 grands constructeurs, PSA et Renault. On handicape depuis des années, qu'il y a 20 ans, on produisait beaucoup plus de véhicules qu'aujourd'hui sur le territoire national et qu'on continue à taper sur l'automobile. Et par contre, il y a des moyens de transport qui échappent complètement, et moi je suis de la région parisienne, et là les avions qui passent au-dessus de nos têtes, eux, bénéficient de conditions fiscales sur le kérosène, on n'en parle pas. Et comme la France, et la Bretagne, ça commence par la Bretagne, mais est traversée par des centaines, des millions d'avions qui alimentent toute l'Europe, eh bien eux, ils échappent complètement à la pollution, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Et pourtant, en région parisienne, notamment, eh bien, la pollution liée au survol des avions et liée à la proximité de grands aéroports mériterait peut-être d'être prise en compte. On a l'impression qu'on a des obsessions, et Christine, des obsessions sur... on s'intéresse qu'à une partie du sujet, mais effectivement, les batteries électriques, est-ce qu'elles sont vraiment propres dans leur fabrication, dans leur recyclage? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Ou sinon, peut-être, vous pourrez nous éclairer. Et par contre, vous avez utilisé un mot qui me plaît bien, c'est l'exemplarité. Effectivement, on attend que l'État montre l'exemple. Et déjà, ce qui serait bien, c'est eh bien, de montrer que l'État a des ambitions, que ce soit sur ses flottes de véhicules, que ce soit sur les bâtiments. Et sur le plan local, et là on revient, les élus locaux, souvent,
des opérations qui sont vertueuses, parce que c'est là où on peut inciter, on peut expliquer, on peut, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur le recyclage. Donc il faut faire confiance aux élus locaux, il faudrait, pour inciter, aider les élus locaux à faire en sorte que les citoyens et les collectivités améliorent leur bilan carbone ou autre. Donc la question qui est fondamentale, c'est est-ce qu'on ne va pas encore pénaliser l'économie française, à la fois par la consommation et par la production. Claude Raynal. Oui, Madame la Ministre, je voudrais vous dire que je partage totalement ce qui a été exprimé par mes collègues. Je vous ai entendu dans vos réponses, en m'excusant d'être arrivé un peu en retard pour pas entendre l'introduction. Mais je pense qu'il y a quelques sujets qui devraient vous alerter. Vous êtes une nouvelle ministre, donc vous avez la possibilité de porter un regard personnel, nouveau, en tout cas neuf, par rapport à un certain nombre de mesures qui ont été prises au fil du temps concernant la transition énergétique. Je crois d'abord qu'il faut faire un lien et qu'on ne peut pas évacuer ce lien ou le traiter en autorité, je ne parle pas de vous dans ce cas précis, sur le lien entre la fiscalité de l'énergie et le coût de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un lien forcément à faire entre le fait que le coût du pétrole augmente et la fiscalité appliquée sur ce pétrole, obligatoirement. Pour une raison d'ailleurs que je reprendrai dans vos propos, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on cherche à faire, quelle est l'idée générale? L'idée générale, c'est de faire en sorte de montrer à chacun, avec le coût de l'énergie, qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps d'évoluer. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté à dire qu'une des façons, effectivement, de mettre chacun devant ses responsabilités, c'est effectivement d'avoir un coût d'énergie global qui est plus élevé. Mais simplement, notons simplement un point, c'est que si on avait une énergie qui montait de manière régulière, il n'y aurait pas besoin de fiscalité par ailleurs pour montrer cela. La seule montée du prix de l'énergie amène chacun déjà à réfléchir sur comment mieux isoler sa maison, comment dépenser moins en coûts de circulation quand on le peut, évidemment, de limiter ses coûts. Je crois que chacun déjà le fait. En tout cas, ceux qui sont dans les conditions les plus difficiles, parce que toujours la même chose, selon la nature des rémunérations que l'on a, on est plus ou moins intéressé par le prix de l'énergie. Et on le sait, pour certains, bon, c'est un épiphénomène. Pour d'autres, la majorité, ça devient aujourd'hui une situation extrêmement difficile. Et donc, se dire que lorsque le coût de l'énergie augmente, eh bien on met entre parenthèses les taxations et les augmentations de taxation, mon Dieu, c'est quand même pas quelque chose d'invraisemblable. Alors qu'on l'appelle à l'époque TIPP flottante ou qu'on trouve un autre système, un autre mécanisme, etc. Mais en tout cas, à minima, et c'est le rôle des politiques, c'est d'écouter la population sur ces questions. Il y a une demande qui est claire, et on l'entend tous sur nos territoires, qui est de dire, lorsqu'en gros le prix de l'énergie augmente, eh bien on arrête l'augmentation des taxations, à minima. Bien sûr que la demande est plutôt sur la diminution des taxations. Enfin, sans aller là-dedans, dans ce sujet-là, au moins que l'on arrête l'augmentation des taxations. Il me semble que là-dessus, une administration peut très bien dire j'avance, une politique, Madame la Ministre, est obligée d'avoir un discours par rapport à ça. Et le discours ne peut pas être un discours d'autorité, en disant c'est comme ça, on continue, on a voté, on a décidé, et donc ça ne bouge pas. Non, un politique, il s'adapte. Il représente la population, il s'adapte. Deuxième sujet, ça a été évoqué par notre collègue Delège en particulier, sur la question de, finalement, il y a des gains, il y a des pertes en termes de pouvoir d'achat. Mais il se trouve quand même qu'il y a une difficulté sur les plus bas revenus. On le sait. D'abord parce que les plus bas revenus, très souvent,
ils sont à l'extérieur des villes et on les trouve en zone rurale, par exemple. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens fuient la ville, même s'il y a évidemment aussi des poches de pauvreté dans les métropoles, on le sait bien, mais fuient la ville pour essayer de trouver des habitats peu chers, etc., avec des moyens également quelquefois de subsistance, pour faire son jardin, etc. Tout ça existe. Bien. Ça veut dire que les principales poches aujourd'hui où on rend du pouvoir d'achat, où votre gouvernement rend du pouvoir d'achat de manière tout à fait évidente, par exemple sur la taxe d'habitation, eh bien, ne concerne pas ces gens-là, qui ne la payent pas. Vous avez 30% aujourd'hui des gens qui ne payaient pas la taxe d'habitation. Et donc, ils ne voient pas revenir ou arriver un gain sur la taxe d'habitation. Et c'est la principale mesure. Que dire aussi de la question de des charges sur salaire, quand on est souvent avec des salaires qui sont plus proches du SMIC que d'autres choses. La baisse de la charge sur salaire est un gain de pouvoir d'achat extrêmement faible pour ces populations-là. On a donc une classe moyenne qui bénéficie à plein, si je puis dire, des mesures gouvernementales, et une classe plutôt de gens affaiblis qui ne bénéficient de rien, mais qui ont, par contre, toutes ces nouvelles charges qui s'appliquent à eux. Donc ne pas le voir, si vous voulez, c'est tout simplement ne pas voir la réalité telle qu'elle est dans notre pays. Et par rapport à ça, le rôle du politique, là aussi, c'est d'en tenir compte et d'avancer. Et surtout pas de dire, bah, écoutez, tout ça, très bien, mais on passe outre, on avance, on a des intérêts globaux que l'on comprend tous et qui ne posent pas de difficultés en termes macroéconomiques, mais en termes microéconomiques, c'est beaucoup plus important. Enfin, je reprendrai l'excellente définition de notre collègue Carucci. Vous avez quand même, sur cette affaire-là, nous avons, là je ne vous mets pas à vous, nous avons collectivement un sujet si on poursuit dans cette ligne, c'est-à-dire de devenir incompris, inaudible sur le sujet, non pas sur le sujet, encore une fois, général, macro, pas de problème, mais sur le sujet de l'application. Et si sur l'application on n'est pas compris, eh bien c'est toute la loi de transition énergétique qui sautera un jour ou l'autre, parce que vous ferez venir aux affaires des gouvernements qui diront première ligne, je fais enlever tout ça. Et il y a bien des pays où ça se passe. Regardez ce qu'a fait Trump en arrivant. Il a dit tout ça, moi, l'économie d'abord, j'y crois pas, tout ça, ça m'intéresse pas, c'est non, etc. C'est pas tout à fait un petit pays, quoi, hein, je veux dire, qu'a fait ça. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Bien sûr, maintenir, comment dire, les objectifs, et tout le monde est d'accord là-dessus, les principes, mais en même temps, tenir compte des réalités et savoir, à un moment donné, trouver les souplesses pour avancer. C'est en tout cas là-dessus que je vous souhaite d'avancer, parce qu'on a des solutions possibles. Vous avez parlé du chèque énergie, cela existe déjà. On peut tout à fait imaginer un chèque énergie, une partie de chèque énergie transport. Sans doute, pour le mettre en place, il faudrait travailler finement pour que ça touche les bonnes personnes. Mais il y a des solutions à trouver pour que cette politique-là trouve son sens et dans une durée et dans un temps qui soit aussi, comment dire, en lien avec la capacité des populations à avancer. Je vous remercie. Merci, cher Claude Raynal. Madame la ministre. Je vous remercie. Je pense qu'en fait, on est plus ou moins tous d'accord au plan macroéconomique, mais que la question, c'est de savoir comment on fait quand on parle aux citoyens. Au plan macroéconomique, on a augmenté la fiscalité sur les ménages de 1,9 milliard, la fiscalité énergie, et on l'a baissé de 6 milliards grâce à la baisse de la taxe d'habitation et de la baisse de la fiscalité sur le travail. Donc en delta, oui, mais comme vous avez commencé par m'interroger sur les grandes masses, je suis obligée de finir de vous répondre sur les grandes masses d'abord. Ensuite, oui. D'abord, je voudrais vous dire que j'ai le plus grand respect pour les élus, que je suis plutôt effectivement issue de l'administration ou de la société civile, et donc je suis plutôt d'un profil expert, et que je suis d'accord que les élus ont un rôle que personne d'autre ne peut jouer dans, je ne sais pas quel est le bon mot, le dialogue avec la population, la pédagogie, l'explication, l'écoute de leurs mandants et le retour dans le débat parlementaire. Et le vote du budget et la décision et le rôle du Parlement. Je parlais des élus en général et pas seulement des élus sénateurs et députés. Donc oui, je suis d'accord avec vous,
In fine, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit, comment on accompagne, que fait-on pour les personnes qui sont dans des situations difficiles. Et vous m'avez cité le cas de quelqu'un qui fait un plein par semaine et qui donc a vu une augmentation de dépenses d'environ 700 € par an. Comme vous le savez, ces 700 € par an, ce n'est pas 700 € de fiscalité. J'y reviens parce que quand même, cette augmentation... Oui, alors après on peut dire, à chaque fois qu'une dépense contrainte augmente, la fiscalité doit le compenser. Mais après, on peut aussi dire qu'il y a beaucoup de dépenses contraintes qui ont baissé. Il y a beaucoup de postes de dépenses qui se sont effondrés en valeur absolue dans les dépenses des ménages. Je pense au poids de l'alimentation qui a baissé très très significativement autour des 20-30 dernières années. On peut parler de la téléphonie. Il y a d'autres postes de dépenses qui ont beaucoup baissé. Donc, on ne peut pas complètement dire qu'il y a certaines dépenses pour lesquelles il faut compenser la totalité, y compris quand c'est l'augmentation du prix elle-même de la dépense. Et là, on regarde l'augmentation de la dépense dont la fiscalité doit faire à peu près 150 € dans les 700 que vous m'avez mentionnés. Face à ces 150 €, on a le chèque énergie qui, lui déjà, fait 150 € en valeur absolue portée à 200. On a l'augmentation de la prime d'activité qui est un sujet qui m'est cher puisque dans une vie antérieure, j'ai travaillé sur le revenu de solidarité active. Dans ces deux composantes de revenus minimum et d'accompagnement aux revenus des ménages les plus modestes, la prime d'activité augmente de 20 € cette année, elle continuera à augmenter dans une trajectoire, et on a la baisse des cotisations sociales sur le travail, et même si on se situe autour du SMIC, on est toujours à environ 20 € par mois. Donc chèque énergie 200 € par an, plus 20 € par mois de cotisations sociales, plus 20 € par mois de prime d'activité, on est dans des ordres de grandeur qui sont qui compensent l'augmentation de la fiscalité de cette année sur les carburants. Et c'est bien dans cet esprit que nous souhaitons travailler, et je pense qu'il faut accepter le débat, et si on peut ajuster encore des mesures d'accompagnement aux plus modestes, je pense que la question mérite d'être posée. Je voudrais ensuite répondre à M. Longuet, que je remercie d'avoir lu l'impératif industriel il y a déjà, j'imagine, un certain temps. Très bonne lecture. Sur le nucléaire et la PPE, bon, la PPE sera bientôt annoncée, donc je ne vais pas rentrer complètement dans les annonces, mais il n'y a pas d'ostracisme du nucléaire. La position du gouvernement est de réduire la dépendance au nucléaire et d'atteindre une trajectoire de 50% du nucléaire dans le mix électrique français, avec une date qui doit être calée, puisque comme vous savez, pour l'instant, elle est légalement en 2025 et ça n'est pas atteignable. Ça ne veut pas dire qu'on veut sortir complètement du nucléaire, et la question du nouveau nucléaire est d'ailleurs posée au sein de la PPE. En ce qui concerne la biomasse, non, on n'a pas encore de certitude sur le lancement de l'appel d'offres qui est possiblement positionné en mars, mais qui n'est pas totalement confirmé. Et sur l'écotaxe poids lourd, nous avons des discussions en cours avec les fédérations de transport. Pas encore de solution préétablie, mais nous y travaillons. Sur Météo France et le supercalculateur, donc je vous confirme que le supercalculateur a été décidé et financé. De notre point de vue, les 5 millions d'euros suffisent parce que le reste sera financé en mobilisant le fonds de roulement, mais si nécessaire, nous ajusterons la trajectoire pour garantir l'investissement dans cet équipement dans le délai le plus bref possible. Sur la voiture, enfin sur l'exemplarité de l'État, je l'ai déjà dit, j'y reviens pas, je suis absolument d'accord avec vous et je pense qu'il faut qu'on avance sur ce sujet. Sur la voiture, on n'est pas du tout anti-voiture, je ne crois pas qu'on ait de discours là-dessus. C'est plutôt l'idée d'accompagner là aussi la transition pour passer à des voitures qui sont progressivement de moins en moins polluantes. D'ailleurs, l'une des preuves du pragmatisme, c'est que la prime à la conversion est ouverte à tout type de véhicules. Non seulement les hybrides et les électriques, mais aussi les véhicules d'occasion, neufs et d'occasion, sous réserve qu'ils soient moins polluants que les véhicules qui sont ramenés lors de cette prime à la conversion. Et la discussion avec les constructeurs consiste à accompagner la transition qu'ils mènent eux-mêmes vers des véhicules moins polluants. C'était l'audition d'Emmanuelle Wargon, la nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Et sa première audition au Sénat s'est déroulée en pleine période de grogne sociale contre la hausse des taxes sur l'essence et le diesel. Les sénateurs ont relayé le mécontentement contre ce qu'ils appellent un matraquage fiscal repeint en vert. Au total, les taxes sur les carburants devraient rapporter 4 milliards d'euros de recettes en plus pour l'État en 2019, mais seulement 20% seront consacrés à des politiques
écologique. Mais Emmanuelle Wargon a tenté de défendre le coup d'accélérateur du gouvernement en matière de transition énergétique et les incitations proposées aux Français pour changer leur comportement. Elle a cité notamment la prime de conversion pour l'achat d'un véhicule hybride ou électrique qui peut aller aujourd'hui jusqu'à 2 500 €. Le gouvernement souhaite doubler cette prime, mais en demandant un effort supplémentaire des constructeurs automobiles. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine sur les chaînes parlementaires.